première partie, c'est pas indispensable qu'on soit tous au complet. De toute façon, le quorum me semble tout à fait atteint. Nous vérifierons avec les appels. Donc, je rappelle que ce conseil se tient en visioconférence. Et je rappelle aussi à chacun, comme ça a déjà été dit, de bien maintenir les micros fermés dès lors qu'on n'a pas besoin de prendre la parole. Et je vous en remercie, ça évite les interférences. Je dois donc faire l'appel. Alors là, vous allez pouvoir tous parler à l'appel de votre nom pour vérifier que vous êtes bien présents. Amalia Duriez, présente donc. Eugène Vitek. Il est présent, Eugène Vitek. Merci. Anne-Marie Grandjean. Présente. Joël Dugas. Présent. Christelle Seigneur. Ah, elle n'est pas là, excusez-moi. Autant que pour moi, je lis son nom. Didier Revenot. Présent. Valérie Benoît. Présente. Pascal Chabert. Pascal. Pascal. Il est là, on le voit bien, mais il ne répond pas. Est-ce qu'il entend? Pascal, tu nous entends? Bon, un petit message à Pascal au passage. Philippe Journeau. Présent. Merci. Corinne Layen. Présente. Jean-Marc Morlon. Présent. Irène Huesma. Présente. Julien Bertin. Présent. Valérie Pardessus. Présent. Vincent Paulet. Présent. Il est dans la salle. Patricia Magnetti. Présent. Jean-François Gomez. Oui, présent. Justin de Bayancourt. Présent. Rachida Ferrat. Présente. Thierry Men. Présent. Il est là dans la salle. Céline Boutbouriva. Présente. Merci à tous. Christelle va certainement arriver incessamment sous peu. Je ne sais pas si vous avez noté, mais il y a 2 noms que je n'ai pas appelés. Et donc, je vais vous informer, comme j'ai eu l'information tout récemment, par un courrier que j'ai eu vendredi et un autre ce matin. Malika Oukbi et Christelle Saint-Paul ont toutes 2 démissionné du conseil municipal. Donc, elles ne sont pas là. Cette démission n'est pas expliquée. Je dois les recevoir pour échanger avec elles. Mais renseignements pris auprès de la préfecture, toute démission reçue et validée par un cachet de courrier reçu est définitivement on ne peut pas revenir dessus. C'est une démission définitive de chacune. Donc, on vous tiendra informé de la suite qui sera donnée pour le prochain conseil, pour la suite de notre conseil qui doit être complet. Pascal, est-ce que tu nous entends? Il faut que tu mettes ton micro pour dire présent. Je t'ai appelé tout à l'heure, tu n'as pas répondu. Bon, alors tu fais oui de la main et on voit que tu nous entends? Ah, ça y est, oui, ok, très bien. Donc Pascal Chabert présent. Merci. Je constate que le quorum est atteint et qu'on va pouvoir donc tenir ce conseil en bonne et due forme. Je dois nommer un secrétaire de séance. Anne-Marie, est-ce que tu acceptes ce rôle comme à ton habitude? Tout à fait. Merci Anne-Marie. Alors, en théorie, là maintenant, je dois faire passer la feuille d'émargement, donc ceux qui sont présents la signeront. Pour votre information, ce document sera à votre disposition en mairie, mais parmi les documents qu'il y aura à signer à l'issue de ce conseil, il y a aussi tous les documents budgétaires, puisque aujourd'hui on vote le budget, et ces documents sont à signer de façon urgente avant demain midi.
Et donc, je vous invite à tenir compte de ce point, c'est-à-dire qu'il faudrait que chacun de vous se présente demain en mairie entre 8h30 et 12h. Corinne Farny sera en mairie dès 8h30 le matin pour signer les documents qui seront à votre disposition dans son bureau. Donc, vous aurez les documents budgétaires et la feuille d'émargement. Bonsoir Christelle. Donc, Christelle Seigneur vient d'arriver et elle est présente aussi. Christelle, Ah, je suis dans le relax. Christelle, pour ton information, comme je viens de l'annoncer, j'ai fait l'appel, tout le monde est là. Nous avons eu vendredi par courrier et ce matin par un autre courrier en recommandé les démissions de Malika Oubi et de Christelle Saint-Paul. Donc voilà, nous en prenons acte, sachant que ces démissions, une fois qu'elles sont reçues et tamponnées, elles sont définitives, d'après les informations qu'on a prises auprès de la préfecture. L'émargement, là, on l'a fait passer quand même, et puis pour eux, vous décidez. S'il te plaît, Oui. S'il te plaît. Oui, Anne-Marie. Oui, j'ai levé la main simplement. Ah, excuse-moi. J'ai levé la main simplement pour savoir si en envoyant un mail à la place de l'émargement pour demain, parce que moi demain matin je pars, donc je ne pourrai pas passer en mairie. Est-ce que tu peux passer ce soir? Moi, exceptionnellement, pour ceux qui ont des gros empêchements demain, je peux bien rester en mairie un peu plus longtemps pour ceux qui voudraient passer ce soir. Tout à fait, je passerai ce soir. Très bien. Dès la fin du conseil, si tu veux te déplacer, comme ça, on fera ce soir. Tout à fait. Voilà. Merci. Je t'en prie. Alors, est-ce qu'il y a des remarques sur le procès-verbal du conseil municipal du 14 décembre, le dernier conseil? Je n'en vois pas, je vous remercie. Je vais vous faire annonce des décisions prises depuis ce dernier conseil. La décision 01-2021 du 12 janvier, la signature d'un contrat de prestation de service avec l'Automobile Club de l'Ouest pour l'organisation de l'action de sécurité routière. Cette action aura lieu le 25 mai dans l'enceinte de l'école élémentaire et le montant est fixé à 3 276 € TTC pour lequel on demande aussi des subventions afin de réduire ce coût. La décision 02-2021 du 1er février, une demande de subvention au titre de fonds interministériels de prévention de la délinquance et de la radicalisation pour l'achat de 2 gilets pare-balles pour le service de la police municipale. Le coût s'élève à 946,42 €. Et la décision 03-2021 du 23 février, qui est la signature d'un avenant à la convention d'occupation précaire qui a été signée le 1er septembre 2020 pour le logement situé 530 rue. Cette autorisation temporaire est prolongée pour une durée de 3 mois à partir du 1er mars 2021. C'est une occupation qui génère une redevance fixée à 10 € TTC par jour et qui est perçue mensuellement à terme échu. Voilà pour les décisions. Je vais vous lire l'ordre du jour qui va être donc étudié ce soir. Tout d'abord, les modalités d'organisation des séances du conseil municipal en visioconférence, puis l'approbation du compte de gestion et le vote du compte administratif 2020, l'affectation du résultat 2020, puis le vote des taux d'imposition 2021, le vote du budget primitif 2021, le transfert du résultat d'investissement du budget assainissement à la communauté d'agglomération du Grand Paris Sud, Seine-Essonne-Sénart, la création d'emplois non permanents pour accroissement saisonnier d'activité, la création d'emplois non permanents pour accroissement temporaire d'activité, un avis sur le pacte de gouvernance de Grand Paris Sud, une motion au sujet du trafic aérien, des subventions attribuées aux associations, des conventions d'objectifs avec l'AEMA et des conventions d'objectifs avec le comité d'animation.
Voilà pour l'ordre du jour. Donc, le premier point concerne les modalités d'organisation des séances du conseil municipal en visioconférence. Nous allons passer ce point aujourd'hui puisque c'est notre première et il sera valable à l'avenir si nous devons continuer à utiliser ce moyen de réunion. Et cette possibilité nous est offerte en situation d'état d'urgence sanitaire et cela permet de concilier la continuité du fonctionnement de l'institution communale et les consignes sanitaires. Dans ce cadre, on doit déterminer les modalités d'identification des participants, d'enregistrement et de conservation des débats, ainsi que les modalités de scrutin. Alors, pour les modalités d'identification des participants, on fait usage d'une application informatique, telle que vous le voyez. Dans ce cadre, l'identification des participants s'effectue par la voie audio à minima ou vidéo. Là, on a fait donc un appel avec une voix audio, mais je vous vois pour la plupart. Et c'est avec l'appui d'une connexion sécurisée. En début de réunion, comme je l'ai fait, donc, le président de séance procède à un appel nominal des participants et qui peuvent être soit physiquement présents comme 3 d'entre vous qui êtes présents ou par le biais de l'application. Les modalités d'enregistrement et de conservation des débats. Il se déroule sans public, mais il est diffusé en direct et en simultané sur la page Facebook et ensuite il sera consultable sur le site internet de la commune. Parallèlement à l'enregistrement qui est assuré pour le compte Facebook, cette séance est enregistrée sur l'application Teams donc directement. Et c'est cet outil Teams qui est donc utilisé pour l'organisation de la réunion du conseil municipal en visioconférence. Les modalités du scrutin, il est organisé de la manière suivante. Je demande s'il y a des votes contre ou s'il y a des abstentions. Si c'est oui, si quelqu'un voudrait s'abstenir ou voter contre, il se manifeste et ce sera compté. En revanche, s'il y a besoin de vote secret, le point qui aurait un vote secret, il sera forcément reporté à une séance ultérieure qui devrait se tenir en présentiel. Voilà pour les modalités. Je vous propose d'approuver ces modalités de conseil municipal en visioconférence. Y a-t-il des votes contre? Y a-t-il des abstentions? Je n'en vois pas. Je vous remercie. Le point suivant, c'est l'approbation du compte de gestion 2020 et du vote du compte administratif 2020. Donc, pour ce point-là, je vais être obligée de quitter la salle et donc je vais vous proposer de nommer un président pour approuver cette délibération et pour tenir cette délibération et la faire voter. Et donc, si vous en êtes d'accord, je vous propose de nommer Joël Dugas. Y a-t-il des votes contre? Y a-t-il des abstentions? Je n'en vois pas. Je vous remercie et je vous laisse pour développer ce point. Est-ce que tout le monde, voilà, je vous partage le compte administratif 2020, est-ce que tout le monde le voit? Oui. Très bien, donc tout le monde voit le tableau. On va démarrer par la section de fonctionnement. Donc au niveau des dépenses de fonctionnement, nous avions prévu 3 615 322 €. Nous avons réalisé en dépenses de fonctionnement 3 60 203,22 €. En rattachement, nous avons 105 421,55 €. Sur la partie recettes de fonctionnement, nous avions prévu effectivement la même somme, 3
3 622. Nous avons réalisé 3 566 611,64 euros de recettes de fonctionnement. En rattachement, nous avons 20 342,86 euros. Concernant les dépenses d'investissement, nous avions prévu 1 713 585 euros. Nous avons réalisé 1 364 085,09 euros de dépenses d'investissement. En reste à réaliser, il nous reste 164 351,70. Et enfin, sur les recettes d'investissement, nous avions prévu 1 713 585. Nous avons réalisé 1 410 503,15 euros de recettes d'investissement. Et en reste à recevoir, il nous reste 152 740,98 euros. Le résultat global présente un excédent de 467 747,79 euros, hors reste à réaliser, composé comme suit. Donc le résultat de fonctionnement présente un excédent de 421 329,73 euros. Le résultat d'investissement présente un excédent de 46 418,06 euros, hors reste à réaliser. L'exécution des dépenses et des recettes relatives à l'exercice 2020 a été réalisée par le comptable public dans le compte de gestion et par la commune dans le compte administratif. Le compte administratif est conforme au compte de gestion. Il est demandé au conseil municipal d'approuver le compte de gestion et de voter le compte administratif. Qui est contre ? Qui s'abstient? Je vous remercie. Voilà. Merci à tous. Nous passons donc au point suivant. Le point suivant, c'est l'affectation du résultat 2020. Donc, Joël, tu as toujours la parole. L'affectation donc, du résultat 2020, le compte administratif 2020 fait ressortir le résultat suivant. Excédent de fonctionnement 421 329,73 euros. Excédent d'investissement 46 418,06 euros hors reste à réaliser. Le montant des restes à réaliser en investissement est proposé comme suit. Reste à réaliser en dépenses 164 351,70 euros. Reste à réaliser, ce sont des restes à recevoir en recettes, excusez-moi, 152 740,98 euros. Solde des restes à réaliser, moins 11 610,72 euros. Après calcul de l'excédent d'investissement moins le solde des restes à réaliser, il est constaté que la section d'investissement est positive pour un montant de 34 807,34 euros. Ce montant est reporté au chapitre 001 de la section recettes d'investissement. Il est proposé au Conseil d'affecter une partie de l'excédent de fonctionnement, 109 000 euros, à la section recettes d'investissement. Cette affectation sera inscrite au budget primitif 2021 en recettes d'investissement au chapitre 021 et en dépenses de fonctionnement au chapitre 023. Il est demandé au Conseil de bien vouloir approuver cette affectation de résultat. Qui est contre?
Qui s'abstient? Je vous remercie. Nous allons passer au vote des taux d'imposition 2021. Compte tenu de l'engagement de l'équipe municipale de ne pas augmenter les taux d'imposition pour le foncier bâti et non bâti, il est proposé de délibérer ces taux à l'identique de l'année précédente. Foncier bâti, nous proposerons 16,79%, donc le taux identique à 2020, et foncier non bâti, un taux de 64,55%, donc taux identique à 2020. Il est rappelé que ces taux s'appliquent sur la base d'imposition déterminée par les services fiscaux de l'État. Il est demandé au Conseil de bien vouloir voter les taux d'imposition pour 2021. Y a-t-il des votes contre? Y a-t-il des abstentions? Je n'en vois pas, je vous remercie. Tu continues, Joël, le vote du budget primitif 2021. Vote du budget primitif 2021. Je vais chercher donc le document. Il s'affiche, est-ce que tout le monde le voit? Oui, ça commence. Oui, c'est bon. Oui. Oui, c'est bon. Oui. Très bien. La préparation du budget primitif 2021 s'est déroulée dans un contexte très particulier. Installation de la nouvelle équipe municipale en mai dernier, crise sanitaire, modification des organisations de travail des services de l'administration. Entre les mois d'octobre 2020 et janvier 2021, l'administration communale, sous l'impulsion des élus de secteur, a évalué et chiffré le coût des actions souhaitées par l'équipe municipale dans le cadre du programme politique. Depuis janvier, plusieurs échanges ont eu lieu entre les élus et les services afin de permettre la construction d'un budget équilibré qui vous est proposé aujourd'hui. En fonctionnement, nous avons prévu 3 931,863 €. En investissement, nous avons prévu 1 481 068 €. En fonctionnement dans les dépenses de fonctionnement en 2021 sont réparties comme suit. Les charges générales courantes, chapitre 011, achat de fournitures de produits, coût des contrats de maintenance, travaux, marchés, etc. et les augmentations annuelles. Frais de transport, vêtements de travail, équipements individuels de sécurité, les assurances, les frais des télécoms, etc. Plus 30 000 € relatifs à la restauration scolaire, passage au sans plastique et des repas bio. Augmentation de la masse salariale, on verra tout à l'heure en chapitre 012, qui est une augmentation due au glissement vieillesse-technicité, qui représente à peu près 50 000 € par an. En gros, c'est 2,49% d'augmentation qui sont sur le chapitre 012. Augmentation des pénalités liées au constat de carence de la loi SRU, chapitre 014. On en parlera tout à l'heure. Donc effectivement, on était à 58 250,70 en 2020. Et en 2021, nous passons à 159 527 €. Des charges financières, remboursement des intérêts d'emprunt et des charges exceptionnelles, notamment la délégation de services publics microcrèches, chapitres 66 et 67. Des autres charges, indemnités et formation des élus, subventions aux associations, créance de la boulangerie non recouvrable au chapitre 65 pour un montant de 280 760 et du transfert de 109 000 de l'excédent 2020 à la section investissement
chapitre 023. Que vous priez ici. L'évolution du budget prédictif, si on se réfère à l'exercice 2019, 2020 n'étant pas une année représentative car fortement impactée par la crise sanitaire et la mise en place d'un confinement strict pendant plusieurs mois, on constate une baisse significative des dépenses prévues au BP. En BP 2019, nous avions 4 199 978 €. Au BP 2020, nous avons prévu 3 931 863 €. Il y a un écart de 268 115 €. Cela démontre d'une part les efforts consentis pour maîtriser les charges de fonctionnement et d'autre part la volonté d'évaluer au plus juste les besoins de fonctionnement des services. Si on compare les deux BP, 2020 au CA 2019, on constate une augmentation de 220 635 €. Or, en 2021, comme je le stipulais tout à l'heure, il y a l'augmentation des pénalités SRU et l'augmentation de la masse salariale qui représente environ 200 000 €. Nous avons pris en compte dans ce budget 2021 non seulement les augmentations et surcoûts de certains services, mais aussi le développement ou la création de nouveaux services pour les étiolés, entre autres la programmation culturelle, le développement du service jeunesse, l'amélioration du marché de la restauration scolaire, avec l'engagement notamment du sans plastique. La réalisation de ces dépenses supplémentaires est permise grâce aux efforts de l'administration qui prévoit certaines économies sur plusieurs postes de fonctionnement. La répartition des dépenses de fonctionnement sur ce camembert, donc vous voyez le produit des services et ventes diverses représente 32%. Excusez-moi, ce sont les charges générales qui représentent 32%, la masse salariale représente 51%, la pénalité SRU représente 4%, les charges financières exceptionnelles, l'emprunt représente 2%, les autres charges représentent 8% et le transfert en investissement représente 3%. Concernant les recettes de fonctionnement, les impôts et taxes au chapitre 73 représentent 2 923 700 000. Les taux d'imposition sont maintenus pour l'année 2021. La perte de la taxe d'habitation est compensée par l'État. Les recettes des autres taxes sont légèrement estimées à la baisse par prudence, comme la taxe d'électricité par exemple. Les dotations et participations, chapitre 74, pour un montant de 207 456 €. Le désengagement de l'État dans les finances des collectivités territoriales se traduit par une diminution constante de la dotation depuis plusieurs années. Les recettes de ce chapitre sont donc estimées à la baisse par rapport aux années précédentes. Les produits des services du domaine des ventes, chapitre 70, pour un montant de 263 946 €. Cela correspond notamment aux participations des administrés pour l'utilisation de certains services, centres de loisirs, restauration, club jeunes, voyage senior. Et enfin, le report de fonctionnement N-1 au chapitre 002, l'excédent de fonctionnement du CA 2020 correspond à 421 329 73 €. Les recettes de fonctionnement pour l'année 2021 sont prévues à 3 931 863 000. La répartition des recettes, produits des services et ventes diverses,
représente 7%, l'atténuation de charges représente 1%, le report de fonctionnement N-1 représente 11%, les impôts et taxes représentent 75%, les dotations et participations représentent 5%, et enfin, les autres produits de gestion courante représentent 1%. On va passer aux dépenses d'investissement. La proposition du BP 2020 prévoit 1 481 068. Donc ce budget de dépenses d'investissement prend en compte un certain nombre d'actions à mettre en œuvre dans le cadre du programme politique de l'équipement municipal, chapitres 20 et 21. Entre autres, la réfection de l'église, les aménagements des espaces verts et des voies communaux, les nombreux travaux de voirie, l'acquisition d'équipements, service restauration par exemple, un réfrigérateur et un four pour permettre la mise en place de l'engagement sans plastique, l'aménagement de certains espaces publics et travaux sur certains bâtiments, mairies, écoles, prieurés, cimetières, gymnases, des frais d'études, l'acquisition de nouveaux véhicules pour renouveler la flotte automobile vétuste et polluante, l'acquisition de matériel informatique. En outre, suite au transfert de la compétence assainissement à la communauté d'Agglo Grand Paris Sud, la commune doit transférer l'excédent du budget d'assainissement, dépenses prévues au chapitre 10, 82 522,70 €. Il a été négocié avec la communauté d'Agglo Grand Paris Sud un versement d'excédent d'investissement en 2021 pour un montant de 82 522,70 € et le versement de l'excédent du budget de fonctionnement sera versé en 2 fois en 2022 et en 2023. Enfin, le dernier chapitre de dépenses emprunts et dettes, chapitre 16, tient compte des remboursements de capital des emprunts de la commune en incluant un nouvel emprunt. À répartition des dépenses d'investissement, dotation et fonds 6%, emprunt et dette 13%, immobilisation incorporelle, logiciel études 28%, immobilisation corporelle 53%, travaux, etc. Les recettes d'investissement, proposition du BP 2021, pour un montant de 1 481 068. L'évaluation des recettes d'investissement tient principalement compte des chapitres suivants: du solde positif de 34 034 €, de l'excédent 2020, chapitre 001, et du virement de la section fonctionnement vers la section investissement de 109 000 € supplémentaires, chapitre 021. Des dotations et fonds divers correspondant à l'évaluation de différents fonds que la commune peut percevoir, fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée, la taxe d'aménagement majorée, etc. Chapitre 10, pour un montant de 132 999,87 €. Du recours à un emprunt en 2021 de 813 000 €, chapitre 16. Concernant ce chapitre 16, une petite explication, afin de mettre en œuvre plusieurs actions du programme politique dès 2021, il a été constaté que la commune devait recourir à l'emprunt pour financer certains investissements, réfection de l'église et des voiries par exemple. Le montant de l'emprunt a été évalué à 813 000 €, ce qui reste inférieur à nos besoins réels d'investissement au chapitre 20 et 21.
respectivement 401 291 € et 744 550 €, soit un total de 1 145,841 €. Il est précisé qu'actuellement, la commune peut emprunter à des taux avantageux car ces derniers sont historiquement bas. De plus, l'emprunt contacté pour le groupe scolaire Hélène Sandré se terminera en janvier 2023. Enfin, la ville devrait en 2022 percevoir une recette importante de plus de 3 millions € pour la vente d'un terrain. Répartition des recettes d'investissement. Solde de section d'investissement 3%, virement section de fonctionnement 9%, dotation fonds divers 11%, subvention 12% et emprunt 65%. Merci Joël. Je pense que tu as fini de te présenter. J'ai fini. Merci. J'ai fini la Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, on va passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Je n'en vois pas et je vous remercie. Joël, on passe au sujet suivant, c'est toujours toi. Transfert du résultat d'investissement du budget assainissement à la communauté d'agglomération Grand Paris Sud. Oui, la communauté d'agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart a été créée par arrêté préfectoral le 15 décembre 2015. Son conseil communautaire a défini en décembre 2016 les compétences optionnelles de la communauté d'agglo GPS à compter du 1er janvier 2017 et notamment la compétence eau et assainissement. D'un point de vue financier, le transfert de cette compétence impliquait pour la commune la clôture de son budget assainissement, suivi de la reprise des résultats dans chaque section du budget principal de la ville avant de les transférer à la communauté d'agglo. Le 27 mars 2017, il a été voté par le conseil municipal le compte administratif 2016 du budget assainissement, M49, et il a été approuvé en parallèle le compte de gestion. L'excédent budgétaire de 269 928,43 € était composé comme suit. Un excédent d'investissement de 82 522,70 € et un excédent de fonctionnement de 187 405,73 €. Par délibération du 25 septembre 2017, le conseil municipal a procédé à la clôture du budget assainissement et au transfert des résultats au budget principal de la commune. Le 19 novembre 2019, le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Grand Paris Sud a délibéré sur la reprise des résultats du budget assainissement de la commune d'Étiole. Dans le cadre de la gestion de ce dossier, Madame le maire s'est entretenue avec le président de la communauté d'agglo Grand Paris Sud au mois de janvier 2021. Ils ont convenu d'un calendrier de transfert sur plusieurs exercices. En 2021, le versement de l'intégralité de l'excédent d'investissement et en 2022 et 2023, le versement de l'excédent de fonctionnement en 2 fois, soit 93 702 € pour chaque année. Il est demandé au Conseil de bien vouloir approuver le transfert de résultats d'investissement du budget assainissement pour la communauté d'agglo Grand Paris Sud pour l'année 2021. Merci Joël. Je suppose que cela n'amène pas de questions. Y a-t-il des votes contre? Y a-t-il des abstentions? Je n'en vois pas et je vous remercie. Le point suivant, c'est la création d'emplois non permanents pour accroissement saisonnier d'activité et je donne la parole à Anne-Marie.
Donc, création d'emplois saisonniers d'activité. Donc, comme chaque année, la municipalité procède à la création d'emplois saisonniers pendant les vacances scolaires afin de compléter les équipes en place. Déjà au club jeune, compte tenu de la fréquentation en hausse pendant la période scolaire au sein du club jeune, il est nécessaire donc de recruter un adjoint d'animation saisonnier à temps complet. Même chose au centre technique municipal, où nous allons créer des postes saisonniers pour réaliser des travaux d'entretien, aussi bien dans les espaces verts qu'au niveau des bâtiments. Et nous proposons la création de 4 postes à temps complet. Pourquoi 4 postes? Parce que le recrutement se fait par période de 15 jours, pendant la période du 5 juillet au 27 août. Et cette année, il a été constaté que les effectifs étaient en hausse, les effectifs accueillis au niveau du centre de loisirs, donc pendant les vacances scolaires. Donc afin de faire face à cet accroissement d'accueil d'enfants et de répondre au taux d'encadrement réglementaire, il est proposé de créer un poste d'adjoint d'animation pendant les périodes scolaires, donc au centre d'accueil de loisirs. Bien sûr, ce poste d'adjoint d'animation ne sera pourvu qu'en fonction, que si besoin, en fonction des effectifs accueillis. À noter que ces emplois saisonniers sont rémunérés sur la base de l'échelon 1 des grades d'adjoint à l'animation et d'adjoint technique. Est-ce que vous avez des questions? Anne-Marie, c'est Patricia Magnetti. J'ai une question sur la durée du poste d'adjoint au service jeunesse. Ce sera pendant les vacances scolaires, toutes les vacances scolaires. Ce sera un contrat de 2 mois? C'est ça, c'est pendant l'été. Maintenant, parce que le club jeune, il n'est pas ouvert pendant la totalité de l'été. Hein. D'accord. Mais pendant l'ouverture du club jeune et lorsque le centre d'accueil de loisirs est ouvert, c'est là que nous ferons les créations. Et j'ai bien dit que si les effectifs le nécessitent, s'il y a beaucoup trop d'enfants au centre de loisirs, on créera ce poste, sinon ce ne sera pas nécessaire. Voilà. D'accord. Et les personnes peuvent envoyer des CV déjà ou pas? Tout à fait. Et notamment, nous avons souvent des recrutements de jeunes étiolais. C'est pour ça que depuis quelques années, nous privilégions au centre municipal technique le recrutement d'étiolais. Donc en période, et c'est pour ça qu'on a choisi le recrutement par période de 15 jours. Ça permet de satisfaire, si on a des étiolais qui postulent, de satisfaire un maximum de jeunes étiolais. D'accord. Je savais pour le service technique, je le savais, mais pas pour le service jeunesse. Le service centre de loisirs, ça n'a jamais été fait jusqu'à présent. Voilà. C'est la première année. Mais comme les effectifs sont en hausse, il vaut mieux créer ce poste, quitte à ne pas avoir recours à ce poste, à la création de ce poste, si les effectifs ne le nécessitent pas, en fait. Ne justifient pas. Mais c'est vrai que c'est une bonne idée, Anne-Marie, parce que en pleine période Covid, un petit coup de main pour respecter les gestes barrières pour les jeunes. Et on va le voir dans le point suivant, puisque là, on fait des recrutements qui sont spécifiques justement à la période, et que comme les mesures sanitaires, les consignes ont l'air de perdurer, on a prévu, c'est ce qu'on va voir dans le point suivant, le recrutement et la création d'emplois occasionnels pour surcroît d'activité. D'accord, merci. Philippe? Pas d'autres questions? Je vois Philippe qui a la main. Oui, juste pour Qui? Philippe Jourdain. Pour ces postes-là, il faut que les jeunes soient titulaires du BAFA, normalement. Non, c'est pas obligatoire. Oui. Non, je ne crois pas que pour les postes saisonniers, ça soit obligatoire. D'accord. Didier pourra peut-être répondre à ma place. Didier est en train de lire, donc 50% de diplômés dans une équipe, 30% de stagiaires et 20% non diplômés. et 20% non diplômés. J'ai répété ce que vient de mettre Soufflé. Donc ça dépend du reste de l'équipe. Oui, ça dépend du reste de l'équipe. Merci, parce que moi, je n'avais pas ces détails en tête. Donc, merci à ceux qui ont répondu à cette question. Didier. Oui, non, c'était juste pour apporter le complément que Laurent vient d'apporter.
Et pour confirmer, pour répondre à la question de Patricia, que effectivement au mois d'août c'est partiellement fermé. Hein, il y a juste comme l'année dernière peut-être une réouverture la dernière semaine d'août. Hein, donc c'est pas un contrat qui court sur les 2 mois. Voilà. Et ça sera peut-être un poste qui ne sera pas créé, du moins à la SH. Tout dépend de. Mais complètement, c'est du prévisionnel. Tout à fait. Voilà. Si on a écoulé toutes les questions, donc on va passer au vote pour savoir si vous m'autorisez à procéder au recrutement de ces agents et à signer tous les documents administratifs de gestion du personnel de l'embauche à la fin de l'activité. Y a-t-il des votes contre? Y a-t-il des abstentions? Je n'en vois pas. Je vous remercie. Et donc, Anne-Marie, tu gardes la parole pour la création d'emplois non permanents pour accroissement temporaire d'activité. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure pour répondre à la question de Patricia. En fait, dans le cadre de la crise sanitaire, évidemment, il y a des règles et un respect des protocoles tout à fait particuliers. Et c'est notamment au niveau de la restauration scolaire et de l'accueil de loisirs qu'on a eu le plus d'impact. Donc, il y a des mesures exceptionnelles qui ont été mises en place et on s'aperçoit que le contexte sanitaire ne s'améliorant pas, les mesures exceptionnelles qui avaient été mises en place vont devoir être pérennisées sans doute encore pendant quelques mois. C'est pour ça que la municipalité a décidé donc pour améliorer l'accueil des enfants dans les structures et pour faire face à tous ces protocoles supplémentaires qui ont été instaurés, on espère, de façon temporaire, il est proposé de créer des emplois non permanents pour accroissement occasionnel d'activité, et donc dans les 2 secteurs concernés, le service restauration, pour la création d'un adjoint technique à temps non complet de 4 heures par jour, c'est-à-dire pendant la pause méridienne de 11h à 14h, et au service accueil de loisirs, un adjoint d'animation à temps non complet, à raison de 30 heures hebdomadaires, donc avec un emploi du temps qui varie selon la construction des emplois du temps. Donc la même chose que dans le point précédent, les emplois saisonniers sont donc rémunérés sur la base de l'échelon 1 des grades d'adjoint technique ou d'adjoint d'animation. Est-ce que vous avez des questions? Apparemment pas. On va donc passer au vote. Donc, qui vote contre? Y a-t-il des votes et des abstentions? Je n'en vois pas. Je vous remercie. Alors, le point suivant, c'est un avis sur le pacte de gouvernance de Grand Paris Sud. La loi qui est dite engagement et proximité permet aux EPCI d'adopter un pacte de gouvernance entre les communes et l'intercommunalité. Ce pacte vise essentiellement à améliorer l'association des communes aux prises de décision. Il a des objectifs qui sont contenus dans le Code général des collectivités territoriales, mais il reste ouvert et permet de dépasser le cadre juridique qui est proposé par ce Code général des collectivités territoriales, et il permet aussi de répondre aux enjeux de proximité et d'efficacité dans les relations entre l'agglomération et les communes. Donc, au niveau de Grand Paris Sud, il y a eu un groupe de travail composé d'élus communautaires et d'élus communaux qui a travaillé à la rédaction d'un pacte de gouvernance pour Grand Paris Sud. Ce pacte est composé d'un préambule et de 4 parties. Le préambule est surtout le titre, le pacte de gouvernance. La première partie pose des principes fondateurs de la coopération intercommunale de Grand Paris Sud. Ces principes sont la subsidiarité, la stratégie, l'équité, la coopération, la proximité, la solidarité et l'efficience. Dans la deuxième partie sont décrites les instances de Grand Paris Sud qui permettent une construction de la décision ouverte et partagée. Cette communauté s'appuie sur 3 types d'instances: les instances stratégiques et de co-construction, les instances de préparation et de réflexion et les instances de décision.
Le pacte n'a pas vocation à se substituer au cadre juridique existant, ni à définir de nouvelles normes, parce que ça enfermerait l'institution dans des règles trop précises et retirerait aux instances délibératives leurs prérogatives. La troisième partie décrit l'organisation de la coopération intercommunale qui permet de combiner exigence d'efficacité et garantie de proximité. Et enfin, la quatrième partie rappelle des dispositions générales classiques, approbation, modification, étant entendu que ce pacte a été rédigé de manière à permettre une pérennité et éviter des amendements trop fréquents. Le président de la communauté d'agglomération a transmis le projet de pacte aux 23 communes fin janvier pour avoir un avis de chacune des communes. Et donc, il revient aux conseils municipaux de se prononcer sur ce projet de pacte qui sera adopté définitivement par le conseil communautaire lors du la prochaine réunion de ce conseil qui est prévue le 30 mars. Donc, il nous est demandé au niveau de notre conseil municipal d'approuver ce pacte de gouvernance. Donc, y a-t-il des questions ? Y a-t-il des avis contre cette approbation? Des abstentions? Je n'en vois pas et je vous remercie. Le point suivant est une motion que nous proposons au sujet du trafic aérien. Le transport aérien et l'activité de la plateforme d'Orly sont structurants pour l'économie, l'emploi et l'attractivité du territoire. Ça, tout le monde est d'accord sur ce point. Toutefois, le transport aérien engendre des nuisances sonores et de la pollution atmosphérique avec des conséquences pour les riverains directes de la plateforme d'Orly, mais également pour les territoires plus éloignés, dont le nôtre. Ces nuisances ont un impact significatif sur la santé publique et sur la dégradation et la dépréciation du cadre de vie des riverains survolés. De nombreuses associations de protection de l'environnement, des collectifs de riverains et des élus se sont mobilisés pour éviter d'avoir des nuisances supplémentaires. Alors, on a considéré quand même qu'actuellement, la filière aéronautique est en grande difficulté, notamment liée à l'épidémie Covid-19. On a noté que les aides publiques accordées au secteur du transport aérien sont importantes, notamment pour faire face à la crise. On a aussi pris en compte l'urgence climatique et la volonté des élus d'assurer une protection des habitants et des espaces naturels face notamment au survol à basse altitude. On a noté le retard qui est pris dans l'élaboration du plan de prévention du bruit de l'environnement, qui est celui de la 3e échéance qui devait couvrir la période 2018-2023 et qui n'est présenté à l'approbation que cette année en 2021. Et puis, on note aussi que la révision du plan d'exposition au bruit, qui prévoit notamment de modifier des survols au départ d'Orly par vent d'Est et qui devait la décaler vers le sud pour les faire passer au-dessus de notre territoire, a été une proposition avancée sans concertation aucune. Et donc, suite à toutes ces considérations, il est proposé au conseil municipal une motion qui, 1. réaffirme son opposition au projet de plan de prévention du bruit de l'environnement et de plan d'exposition au bruit, qui serait adopté sans concertation préalable et sans étude d'impact indépendante et partagée. On voudrait refuser absolument tout transfert de nuisance par une modification des trajectoires. On voudrait appeler à la réalisation d'un plan de prévention du bruit et de l'environnement ambitieux qui réponde réellement aux besoins, qui soit construit sur la base d'une concertation avec les collectivités territoriales et l'ensemble des acteurs économiques, politiques et sociaux du territoire. On voudrait demander la réalisation d'une étude indépendante de l'impact des nuisances sonores et de la qualité de l'air sur le territoire qui devrait prendre en compte l'effet des mesures proposées sur les périodes de nuit et de jour. On voudrait demander que les données des cartes de bruit du projet de PPBE 2018-2023
dont l'année de référence est 2016, soit traduite en tableau permettant d'identifier l'impact des nuisances par commune et par département pour les populations impactées, selon les logements, les surfaces et les établissements de santé et d'enseignement, et qui puissent faire l'objet d'un coopératif entre les divers exercices de PPBE. On demande à l'État d'examiner les mesures suivantes. La mise en place d'une modulation de la redevance d'atterrissage en fonction du niveau d'émissions sonores et de gaz à effet de serre des appareils, afin d'inciter au développement et à l'utilisation d'aéronefs plus performants, l'adoption de procédures de décollage maximisant la pente de montée jusqu'à haute altitude, jusqu'à au moins 3000 mètres, et d'atterrissage en descente continue, l'extension du couvre-feu applicable aux opérations de la plateforme aéroportuaire. Et on voudrait demander à l'État d'intégrer les mesures de lutte contre les nuisances sonores aux critères de conditionnalité des aides publiques en faveur des entreprises du secteur aérien. On voudrait aussi appeler à la construction d'une gare TGV à Orly afin d'assurer l'intermodalité suite à la décision du gouvernement de supprimer les vols domestiques dont les trajets peuvent se faire en train en moins de 2h30. Et enfin, inviter l'État à travailler dès à présent sur le plan de prévention du bruit de l'environnement de 4e échéance pour aboutir à un document co-construit avec les acteurs du territoire. Y a-t-il des questions ? On passe donc au vote. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Personne. Je vous remercie. Je m'interromps un instant parce que j'ai Eugène qui est en salle d'attente et qui ne parvient pas à rentrer. Du coup, Eugène n'était pas là au vote qui vient de se faire. Bon, on va continuer. Donc le point suivant, c'est les subventions 2021 attribuées aux associations et je donne la parole à Christelle. Donc chaque année, la municipalité attribue des subventions aux associations afin de soutenir la vie associative. En plus des subventions, il y a également un certain nombre de mises à disposition de salles et de matériel, bien sûr. Même si les activités sportives et culturelles ont été fortement suspendues en 2020 et 2021, la politique de la commune, c'est de continuer un fort soutien aux associations, en espérant qu'elles pourront bientôt revoir un vrai printemps. Les attributions se font sur la base d'un certain nombre de critères, donc l'intérêt de l'activité pour la commune ou du projet de l'association, le nombre d'adhérents étiolais et la dynamique de l'association sur la commune. Bien évidemment, cette association n'est attribuée qu'à l'appui d'un dossier de demande de subvention qui doit être complet, renseigné et aux renseignements doivent correspondre la réponse à ces différents critères. Il y a des dossiers incomplets comme chaque année, donc si ces dossiers venaient à être complétés, ils pourraient être étudiés pour l'éventualité de recevoir une subvention. Au total, la ligne budgétaire des subventions aux associations se monte à 110 000 €. Sur cette somme de 110 000 €, la proposition d'attribution de subventions nous amènerait à utiliser 83 800 € de subventions. Le reste étant destiné à de nouveaux projets ou des subventions complémentaires pour des associations qui en auraient besoin, voire en fin d'année pourrait être réaffecté à de l'achat de matériel pour les activités associatives si nous n'avons pas de besoins supplémentaires. Bien entendu, on relance les associations au début du dernier trimestre pour savoir s'ils ont des besoins non couverts. Alors, pour l'association du Collège de Soisy, nous proposons la somme de 100 €. Pour la coopérative scolaire de l'élémentaire, la somme de 1 000 €. Pour la coopérative scolaire maternelle, la somme de 400 €. Pour la FCPE de l'école primaire, 200 €. Pour l'association Les Amis de l'Église, 1 100 €. Pour l'association des lecteurs étiolais, 5 000 €.
Pour l'association Étiolèse Multi-Activités, 20 000 euros. Pour l'association Kayak, 800. Les Asthmates d'Étiole, 50. Le Théâtre du Carré Magique, 3 500. Les cartes Étiolèse, 250 euros. Le Club de l'Amitié, 2 000. Le Comité d'animation, 23 000. Le Football Club Soisy, 3 000. Le Judo Jijutsu, 3 000. Le Karaté Club, 6 100. Les Mulots de Soisy. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit quoi? J'ai annoncé autre chose, pardon, 1000, j'ai bugué. Le Karaté Club 6100, les Mulots de Soisy 1000, la pétanque d'Étiole 250, les randonneurs d'Étiole 1000 et le bridge 300, le Soisy Étiole Environnement 1500, la GRS 5000, le tennis club d'Étiole 6000, l'Université du Temps Libre 150, les Bouchons d'Amour 300. Qu'est-ce que j'ai dit? Décidément, 100. La Marpa de Tigerie, 1000 euros. Donc, je redis, pour un total de 83 800 euros. Ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart de ces subventions accordées correspondent au montant de la demande. Donc, on demande au Conseil d'approuver. Je vais sortir vu que je suis... Non, tu ne prends pas part au vote. Oui. Voilà, donc j'informe que Vincent Paulet ne prend pas part au vote ayant une... comment on dit? Membre du bureau d'une association. Voilà, il est membre du bureau d'une association, donc Vincent Paulet ne prend pas part à ce vote. Y a-t-il des questions? Je n'en vois pas. Y a-t-il des votes contre? Y a-t-il des abstentions? Je n'en vois pas et je vous remercie. Christelle, tu gardes la parole pour la convention d'objectifs avec l'AEMA. Oui, alors la délibération 14, il s'agit de voter pour établir une convention d'objectifs avec l'AEMA. Donc c'est une obligation à compter de 23 000 euros pour toute association et nous le faisons nous à partir de 20 000 euros. Donc c'est une convention qui détermine les modalités de collaboration entre l'association et la commune. Et cette convention est assignée entre le maire et la dite association. Donc, il faut autoriser le maire à la signer. Y a-t-il des votes contre? Y a-t-il des abstentions? Je n'en vois pas, je vous remercie. Christelle, pour l'association comité d'animation? Même chose pour le comité d'animation, la subvention dépassant 20 000 euros. Nous signons avec la dite association une convention d'objectif, bien sûr qui est discutée avec l'association, elle n'est pas imposée unilatéralement cette subvention. Et j'ai oublié de préciser tout à l'heure que pour le comité d'animation, le versement des 23 000 est conditionné à la situation sanitaire. Il est prévu un versement 2 fois et qui se réajustera en fonction de leur niveau d'activité, qui déterminera bien sûr leur niveau de besoin. Donc, on demande au conseil municipal, de la même manière, d'approuver la convention et d'autoriser le maire à la signer avec la présidence de l'association. Eh bien, y a-t-il donc des votes contre? Y a-t-il des abstentions? Je n'en vois pas et je vous remercie. Nous avons épuisé l'ordre du jour. Alors, habituellement, je reprends la parole à la fin pour vous donner information des événements passés et des événements à venir. Alors, évidemment, la crise sanitaire fait que nous n'avons pas d'événements passés à développer. Notamment, il n'y a pas eu de cérémonie des vœux cette année. Nous avons fait des vœux en ligne avec une vidéo et malheureusement, on n'a pas pu faire plus de choses que ça. Sur les événements à venir, le comité d'animation se propose de faire une parade de Pâques en lieu et place de la chasse aux œufs qu'ils ont l'habitude de faire chaque année, de faire une parade de Pâques à l'image de ce qu'ils ont fait pour Noël. Et ça ne sera pas le dimanche de Pâques, mais le dimanche suivant, le 11 avril. Et vous aurez plus d'informations très prochainement dans vos boîtes aux lettres, très certainement par un flyer. C'est la seule animation qui est envisagée et évidemment, elle se tiendra si la situation sanitaire le permet et s'il n'y a pas
consignes sanitaires plus strictes et notamment des confinements comme ce qui risque d'arriver si la situation continue de s'aggraver. Comme elle s'aggrave actuellement, nous attendons des informations plus précises dans les prochains jours et même peut-être très prochainement, mais je n'ai pas plus d'informations que ça de mon côté. Nous avons épuisé tous les points. Je vous remercie tous d'avoir participé de façon très nombreux à ce conseil, un premier conseil en vidéo, et ça a été quelque chose de très bien. Rachida, tu demandes la parole, je te donne la parole. Est-ce qu'il y a des questions diverses? Non, mais si tu as une question diverse, tu peux. Du projet Cœur de Ville, du village, j'aimerais savoir comment va être aménagée la rue de l'église. Ça veut dire quoi, comment être aménagée? Parce qu'elle va, la chaussée va être... Il y aura un sens interdit? Est-ce que ça sera une rue piétonne? C'est un étoilé qui me posait la question et puis j'aimerais bien lui répondre en fait. Alors, cette rue va être refaite en termes de chaussée, en termes de trottoir, en tout cas le trottoir d'un côté va être revu, mais c'est une rue qui ne pourra pas être piétonne parce que c'est la rue qu'empruntent les habitants qui y habitent. Actuellement, des voitures y stationnent parce qu'ils n'ont pas d'autres moyens de stationner. Et donc, ces stationnements, même s'ils ne seront pas dessinés, matérialisés, ils sont toujours considérés comme étant des stationnements qui vont y rester. Je pense que je peux donner la parole à Valérie qui la demande et qui est la plus capable de répondre précisément à tout cela. Valérie, tu veux la parole? Tu as pratiquement tout dit. Ah, excuse-moi Didier. Juste un point, oui, juste un point. On s'en va avec Pascal, l'alarme de l'école vient encore de sonner. Ah. Vraisemblablement les femmes de ménage ont peur. Mais donc, du coup, on quitte la séance avec Pascal. D'accord, merci. Valérie, donc oui, j'avais pas... Merci à vous deux de veiller à notre commune. Et qui pense à venir signer demain. En fait, Pascal et Didier, vous venez signer demain matin? C'est oui, Pascal? Tu dis oui parce que tu... Oui, je viens signer demain matin, c'est bon. Tu rappelles à Didier, sinon vous passez tout à l'heure, vous êtes là à côté, vous passez signer? Ah, on passe tout à l'heure, ok. Ok. Voilà, Valérie, je te redonne la parole. Oui, alors, pour répondre, tu as pratiquement tout dit, donc réaménagement de la rue, la possibilité pour les riverains de se garer, et surtout, la rue sera mise en sens interdit, sauf riverains. Voilà. Il y a eu d'autres voies qui ont été explorées par l'agglomération, mais qui ne sont pas viables financièrement, qui ne rentraient pas du tout dans le budget qui a été voté et alloué. C'est-à-dire que la difficulté de ce type d'équipement, c'est qu'il y a toujours une problématique d'entretien et surtout fort peu de riverains qui seraient sur ce dispositif et donc qui reviendraient très cher. Donc ça n'était pas fiable financièrement par rapport à l'enveloppe qui avait été allouée par Grand Paris Sud pour ce projet. Merci Valérie de tes précisions. Céline? Oui, alors moi en fait j'avais deux questions. La première concernant les référents de quartier que j'ai découvert dans le dernier petit étiolé. Je voulais savoir est-ce qu'on pourrait à un moment donné à la conseil municipal avoir une présentation du rôle, de ce qui va se passer par rapport à ces référents de quartier. Est-ce qu'on va avoir des réunions régulières ou voilà. Et ma deuxième question c'est est-ce qu'il serait possible d'avoir un petit bilan des commissions, des différentes commissions du conseil municipal qui ont eu lieu depuis, soit depuis le début de l'année, soit j'ai envie de dire depuis un an, depuis le début du mandat, pour qu'on puisse un petit peu savoir voilà, où on en est de ces réunions et de l'avancée du coup des travaux. Voilà, je vous remercie.
Alors, la réponse à la première question sur les référents, je pense que oui, lors d'un conseil, on pourra expliquer leur fonctionnement. Après des réunions, ce n'est pas forcément indispensable en soi. Les référents eux-mêmes auront des petites formations parce qu'il faut avoir les capacités de pouvoir répondre, réagir, etc. Mais présenter leur rôle et puis ce qu'ils pourraient être amenés à faire ou ne pas faire, ça sera présenté éventuellement. Avant de donner la parole à Valérie qui la demande, je réponds à la deuxième question concernant les commissions. Chaque commission se réunit sur son domaine de compétences. Les commissions sont donc ouvertes aux membres de la commission qui est concernée et un compte-rendu est fait pour les membres de la commission. Il n'est pas prévu de faire un compte-rendu général des commissions pour tout le monde. Voilà ce que je peux en dire. Valérie, tu demandais la parole ou pas ? Oui, toujours une petite précision sur les référents quartiers. Oui. Moi, je me propose effectivement de présenter ce dispositif. Oui. L'idée, c'est vraiment de marquer une proximité entre les élus et les habitants et d'être un facilitateur en fait entre eux et l'institution, la mairie, donc d'être des vecteurs d'information. Mais ça ne sera en aucun cas de se substituer aux services ni aux élus qui ont en charge un certain nombre de prérogatives. Mais je pourrais effectivement faire une présentation. Merci Valérie. Rachida ? Oui, c'est juste à propos de l'antenne Free. Qu'en est-il? Où en est-on? Alors, les représentants de Free ont été reçus et on leur a expliqué que leur projet n'était pas recevable. Elles, c'était deux personnes, deux femmes, elles ont quand même déposé une déclaration préalable et je pense qu'il n'a aucune chance de passer parce qu'il ne répond pas à notre PLU. On leur a dit que ce n'était pas la peine de le présenter, mais elles l'ont déposé quand même. Donc pour l'instant, on leur demande de revoir leur copie. Les demandes sont pressantes. On travaille avec les différents riverains qui seraient concernés par la proximité d'une antenne. Pour le moment, c'est toujours du côté de Carrefour Market, puisqu'il y a des accords entre Carrefour et les opérateurs de téléphonie mobile. Mais bon, pour l'instant, Bouygues a renoncé à une antenne à cet endroit-là et Free va entendre certainement la même chose parce que leur dossier n'est pas recevable. Merci. Je t'en prie. Céline, tu demandes encore la parole ou c'est la main qui n'est pas baissée? Non, je demande encore la parole. En fait, je voulais juste préciser par rapport aux commissions, je ne demandais pas à avoir le compte-rendu de ce qui se passe dans les commissions. Ce que je demandais, c'était à savoir, toutes les commissions, combien de fois elles se sont réunies. Parce que moi, pour ma part, je suis dans la commission éducation, elle s'est réunie que 2 fois. Donc, je m'interroge un petit peu sur le rythme des réunions des autres commissions, si on peut savoir combien de fois se sont réunies les autres commissions. Voilà, c'était tout. D'accord, je comprends mieux. Alors, pour répondre, les commissions se réunissent dès lors qu'il y a un point qui concerne cette commission à passer en conseil. Donc, pour ce qui est de ta commission, c'est que ça s'est réuni en fonction des conseils qui ont suivi donc, la commission. C'est lorsqu'il y a un point qui concerne cette commission en conseil, on doit saisir la commission, la réunir. Et c'est pareil pour toutes les autres. Là, il y avait des points qui ont concerné des commissions diverses. La commission finance, par exemple, pour aujourd'hui, la commission liée aux subventions, voilà, les commissions comme ça. Est-ce que tu as la réponse à ta question, Céline? Oui, tout à fait, je te remercie. Je t'en prie. Rachida, la main est toujours levée? Oh non. D'accord. Ça, c'est super. Voilà. Y a-t-il d'autres questions, d'autres remarques? Je rappelle que notre prochain conseil municipal est le 12 avril. Voilà. Certainement.
Et voilà, à voir comment il se passera, mais je trouve que notre conseil en visio-réunion s'est très bien déroulé. Je vous remercie tous et je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Quelqu'un d'autre que Anne-Marie souhaite passer ce soir ou pas? Ouais, moi je vais passer aussi. Alors, Didier et Pascal, je les attends. Irène, j'ai noté aussi. Mais voilà, je veux bien. Je veux bien rester une petite demi-heure là, si vous voulez bien passer, pas plus, hein, pour que je puisse aussi. Demain matin en mairie, c'est jusqu'à quelle heure, pardon? Excuse-moi. Demain matin en mairie. Dès 8h30 le matin, jusqu'à midi. Qui me parle? Moi, Marie. Ok, Anne-Marie, à tout de suite. Rachida, c'est toi? Tout de suite. Oui. Alors, de 8h30 jusqu'à quelle heure? Jusqu'à midi. Voilà, merci bien. Je t'en prie. À tout à l'heure.